Puis je rentre en Côte d'Ivoire après ça. Je commence par un projet qui a tout de suite eu beaucoup de succès, qui est le restaurant Flow. C'était le premier projet à concept, il fallait le réaliser de bout en bout. Je me rappelle d'ailleurs, quand on faisait la conception de ce projet, le client qui me disait « je veux juste 20 places ». Et je lui ai dit qu'on pouvait avoir 120 places et il m'a dit c'est pas possible, est-ce que vous avez bien vu la surface? Et je lui ai dit oui, j'ai bien vu la surface, on va faire 120 places. Blink, c'est quelque chose qu'on va construire, enfin c'est un bâtiment qu'on va construire dans plusieurs villes. Et justement les négociations aujourd'hui avec les développeurs et les constructeurs, c'est que chacun veut son exclusivité sur le projet. Bienvenue dans cet nouvel épisode d'Archi Raconte. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Stéphanie Masmouchi, architecte d'intérieur, avec un parcours assez exceptionnel en Côte d'Ivoire, à Dubaï. Et aujourd'hui, elle nous racontera son parcours, ses différents projets, sa vision de l'architecture et de l'architecture d'intérieur. Restez avec nous. Vous êtes avec Ben Mohamed Kouyaté, architecte et BIM-modeler. Bonjour Madame. Bonjour Ben. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ouais, ça va, merci. C'était vraiment intéressant nos échanges qu'on a eus en off. Mais avant de commencer tout ça, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, comment vous avez commencé et les écoles à laquelle vous êtes passé et surtout les événements qui vous ont marqué dans tout ça? D'accord. Alors, je termine mon bac au Liban, à Beyrouth, et je fais la licence en architecture intérieure à l'Académie libanaise des beaux-arts, l'ALBA. Et suite à ça, je vais à Milan et je fais 2 maîtrises en architecture intérieure et design industriel. Je travaille à Milan avec Chiara Cantono, qui est la PDG du studio Welltech, qui à l'époque avait Shanghai, Athènes, Dubaï et Milan. Puis je rentre en Côte d'Ivoire après ça. Je commence par un projet qui a tout de suite eu beaucoup de succès, qui est le restaurant Flow. C'était le premier projet à concept, il fallait le réaliser de bout en bout. C'était des détails assez intéressants. Tout était coordonné de sorte à ce que le lighting réponde à la volumétrie qui répond à la... Et je me rappelle d'ailleurs, quand on faisait la conception de ce projet, le client qui me disait « je veux juste 20 places ». Et je lui ai dit qu'on pouvait avoir 120 places et il m'a dit c'est pas possible, est-ce que vous avez bien vu la surface? Et je lui ai dit oui, j'ai bien vu la surface, on va faire 120 places. Après ce projet, on a eu l'opportunité de travailler sur des projets variés, différents, d'échelles différentes. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression que j'avais besoin de plus. J'avais besoin d'agrandir l'échelle, j'avais besoin de comprendre plus de choses. J'avais besoin de concevoir le bâtiment en lui-même. Et j'ai commencé ma maîtrise en architecture à San Francisco, que j'ai terminée il y a 2 ans, avec un projet de thèse qui continue avec nous aujourd'hui au cabinet. Nice. Moi, ce qui m'a marqué dans vos réalisations, c'est votre style. C'est vraiment un style, même quand on regarde le restaurant Flow, voilà, on sent que vraiment c'est quelqu'un qui a une touche assez fine du design et tout ça. Comment décrivez-vous votre style architectural? Intelligent, orienté business beaucoup aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression, étant donné que je suis une femme d'affaires, que j'ai toujours tendance à compter dans chaque projet ce qu'il faut pour pouvoir le rentabiliser. Et je pense que ça a intéressé beaucoup mes clients au fur et à mesure. Parce qu'on a la touche artistique, mais on a aussi le business mind qui va avec. Et c'est forcément tout bénef pour le client qui peut respecter son délai et son budget. Donc oui, je pense que je caractériserais mes projets intérieurs ou extérieurs comme étant des projets intelligents. Mais donc, est-ce qu'il y a une influence culturelle et tout qui touche vos projets? Ou comment vous faites, par exemple, avec le restaurant, si on reste dessus, qu'est-ce qui a mené au fait de votre conception architecturale? Comme vous avez dit, bon, là, je prends tel design. L'espace lui-même. Donc d'abord, quand on est sur une surface, on a des réalités. On a un certain nombre de mètres carrés, on a certaines normes qui rentrent en vigueur, et ensuite, on a la circulation. Et une fois qu'on a défini tout ça, comment circule le personnel, comment circulent les clients, comment on fait pour ne pas qu'ils se croisent, comment on fait quand il y a un changement de shift, comment on fait quand on veut aller aux toilettes, qui nous voit. Il y a toutes ces questions-là que rapidement on étale sur un plan, et c'est ce plan-là qui nous donne en fait les besoins en volumétrie. Et après ça, on répond à chaque question de façon intelligente.
De sorte à ce que, en fait, même au cabinet aujourd'hui, par exemple, quand mon équipe conçoit, j'ai tendance à poser des questions assez pour les coincer. Et quand ils ont toujours la réponse, je sais qu'on est sur une bonne lancée de conception parce qu'ils savent pourquoi ils font. C'est jamais une question d'esthétique. Je n'ai jamais débattu d'esthétique avec mes clients. Ok. On pourrait penser le contraire quand on regarde vos projets et tout ça, surtout les projets des stands et tout que vous avez fait pour Sotassi, qui a remporté plusieurs fois le meilleur prix, du meilleur stand et tout ça, Archibat. Donc vraiment, on se dit, bon, comment vous arrivez à vous démarquer de tout ce paysage-là des architectes d'intérieur, des architectes et tout? Je vous retourne la question, Ben. Vous parlez du stand de Sotassi, celui qui fait 6 tonnes de fer à béton au Sofitel. Il a eu le super prix de la foire. Mais quand vous regardez le stand de Sotassi, vous le comparez à Flo, c'est pas la même signature. Mais c'est le même esprit. L'esprit intelligent. Encore une fois, quand vous regardez Flo, vous vous dites c'est un petit espace et pourtant il y a 120 personnes et pourtant on est tous à l'aise et pourtant il y a ce zoning et pourtant. C'est ce côté intelligent dont je parle. Puis quand vous regardez Sotassi, ils font beaucoup de choses. Mais principalement, ils voulaient mettre en avant leur fer à béton préfabriqué. Du coup, on a construit une maison sans béton pour montrer le fer à béton qui se trouve à l'intérieur. Et regardez comment il tient sans béton. Imaginez avec du béton. Donc vraiment, c'est des messages assez simples et directs qui font, je pense, de nos projets des projets assez uniques. Ou est-ce qu'il y a d'autres projets également que vous avez faits qui sont assez intéressant à Abidjan? La Côte d'Ivoire a été vraiment une terre d'opportunités pour nous, dans le sens où vraiment on a pu travailler sur des projets tellement différents, à des échelles tellement différentes, et je le dirai toujours, si j'en avais commencé dans un autre pays que la Côte d'Ivoire, on n'aurait pas eu la même facilité. Ah ouais. Mais on a l'avantage aussi de pouvoir exercer à une période, donc il y a 12 ans, où on n'avait pas beaucoup de concurrence. Aujourd'hui, la compétition est là, on la sent bien et on fait avec. Mais à l'époque, on peut dire qu'il y avait plus d'opportunités. Et donc, ces opportunités nous ont emmenés à faire des projets. Donc, Flo qui faisait à l'époque, je pense, 100 mètres carrés ou 100 mètres carrés. Puis on passe à des projets de 1800 mètres carrés d'intérieur, puis de 2500 mètres carrés d'intérieur. Et à chaque fois, on se dit comment on va faire ça? Et on réussit. Et donc, chaque milestone nous permettait de construire en fait cette confiance en nous pour nous dire, bon, ok, donc on va aller chercher le projet d'après. Je me rappelle que dans mes débuts, quand je regardais des projets comme le projet Côte d'Ivoire Terminal qu'on a fait au port, comme leur billing office au centre-ville, comme le headquarters de Cargill West Africa. Pour moi, c'est des noms que je ne pouvais jamais avoir comme client. Et au fur et à mesure, en fait, ça se fait. Et ça se fait vraiment brique après brique, quoi. Ouais. Aujourd'hui, l'architecture d'intérieur est un peu considérée comme un métier ou des services pour des personnes, des hôtes. Voilà, on peut dire que c'est un peu la classe supérieure qui a recours à ces services-là. Pour vous, comment concevez-vous au fait cette affirmation et qu'est-ce que vous faites réellement pour pouvoir démocratiser ça? Parce que travailler sur 100 mètres carrés et réussir à faire sortir ce que vous faites, c'est vraiment intéressant. Mais il y a d'autres, par exemple, qui se disent, bon, moi j'ai un petit espace, je n'ai pas besoin d'architecte d'intérieur. Pourtant même, la plupart des restaurants, au fait, ont une identité grâce au fait à l'architecture qui est mise en place. Et comment vous arrivez peut-être à vulgariser ce métier? Alors, c'est vrai que c'est un métier à la base qui était un métier qui concernait les rois et la royauté. Et au fur et à mesure, c'est démocratisé. Mais il se démocratise par le choix de l'architecte. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je décide que je veux être l'architecte du social, je me ferai connaître comme l'architecte du social. Et je travaillerai dans le social. Je ne pense pas que le social, aujourd'hui, est notre... on va dire... marché. Notre target. Notre target, aujourd'hui, je dirais, c'est la société de demain. Ok. Donc, on est à une phase, en fait, aujourd'hui, où on ne veut même pas penser le système tel qu'on nous l'a appris. C'est quoi les classes sociales et pourquoi elles existent et c'est quoi la vérité?
ce que tu dis, ça peut être la vérité. Ce que je dis, ça peut être la vérité. Et c'est là vraiment la remise en question de tout le système. Et c'est parce qu'on a tout remis en question qu'on est arrivé à ce stade-là où on est en train de redéfinir même les principes d'une construction, d'une tour, à quoi ça doit ressembler aujourd'hui, ou ça doit se baser sur quels principes. On en reparlera avec Blink. Avec Blink. Mais moi, aujourd'hui, si je prends mon cas et que je veux faire du social, je vais décider que oui, sur 10 projets, je vais encaisser 9, et puis le 10e, je ne vais pas l'encaisser. Et dans ce cas de figure, on pourra faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas être un architecte du social et puis gagner de l'argent. Ça... Ouais, mais après, si on joue un peu l'avocat du diable, mais on se dit, au fait, est-ce que ça ne permet pas toujours de creuser l'abcès? Je me dis que les architectes, finalement, c'est pour les riches. Parce que c'est vrai, votre sensibilité à l'architecture d'intérieur de luxe avec c'est Matt Stéphanie, c'est ça, avec Matt Stéphanie, oui. votre showroom et tout, qui est vraiment extraordinaire et tout, qu'on regarde. On sent vraiment une créativité et tout l'engouement que vous mettez dans votre projet. Mais après, d'un autre côté, on se dit, OK, est-ce que finalement, quelqu'un qui est chauffeur de taxi, qui a son petit restaurant, qui ouvre avec sa femme et tout, est-ce qu'il peut, au fait, s'obtenir vos services? Est-ce qu'il en a besoin? Peut-être que oui. Est-ce que lui, il en a besoin réellement? Non, je pense que c'est les gouvernements qui ont besoin de nos services. Ah ouais, OK. Aujourd'hui, on est sur une phase de développement des villes, un peu partout dans le monde. Force est de constater qu'on continue de faire les mêmes... Allez, pas toutes les mêmes erreurs, mais les mêmes erreurs quand même. Il y a un projet ici qui est en train de se faire à Abidjan, je ne vais pas citer le nom du projet, qui se veut quartier du futur. Et... il est dans quelle commune qui n'est pas un quartier du futur. Quand on a l'occasion de recommencer à zéro et de ne pas voir les réalités d'une ville déjà construite, il faut vraiment aller creuser, trouver réellement des solutions à des problématiques qui sont sérieuses. Alors quand on construit un quartier comme ça, il y a le riche et il y a le modeste. Et l'architecte, finalement, il est en train de concevoir pour les deux. Dans ce cas de figure, oui, je pense que la classe moyenne ou en dessous a besoin des services d'un architecte. Mais sincèrement, je ne pense pas qu'ils aient besoin de nos services en dehors de ça. Non, mais au moins, c'est bon, le parti est pris, c'est dit, c'est tout. Ouais, non, c'est super intéressant. Après, il y a aussi l'un des aspects qu'on regarde vos projets qui sont directement à la face, c'est que est-ce qu'il y a de l'intégration, par exemple, de l'art africain, de cet aspect culturel en griffe, de la société même en général dans vos projets? Vous avez l'impression que non, il y a une influence ou pas? Un peu quand même, un peu. Mais au fait, l'influence, c'est plus, on peut dire in situ, qu'on regarde le projet, on regarde l'environnement et on voit que le projet s'inscrit dans un environnement. Mais peut-être pas la chaise qui est placée, pas peut-être le mobilier qui est là et tout ça. Il prend en considération une culture, vous voulez dire? Ouais. Alors déjà, il faut savoir que tous nos projets sont réalisés par des Ivoiriens, à 90%. On n'a vraiment que 10% de sous-traitance hors territoire et outre-mer. Et ça s'inscrit dans notre démarche écologique qu'on a depuis le départ de nos activités il y a 10-12 ans. Sur l'influence, bien sûr qu'on est influencé, puisque de toute façon, les utilisateurs sont des personnes locales. Donc, on observe les coutumes, les façons de faire, et on essaie de retranscrire ça sur des formes géométriques pour que la personne, finalement, qui va utiliser cet espace-là se sente à l'aise. Et je pense que dans ce sens, oui, la culture ivoirienne influence nos projets, mais n'influencera... Je veux dire, la culture ivoirienne ne pourra pas influencer nos projets si ce projet ne s'inscrit pas sur le territoire ivoirien. Donc, la culture aura toujours de l'influence sur tous nos projets, sur les vôtres aussi, dans le cadre de là où ils vont s'inscrire.
Mais je ne pense pas que la culture influence un architecte, je veux dire, sur la base. Ok. Je pense que chaque architecte est forcément influencé par plusieurs cultures, ne serait-ce que par son cursus scolaire. On étudie tous les architectes du monde, toutes les techniques du monde, et forcément, on s'ouvre au monde. Donc, revenir cantonner un architecte à une géographie, je ne pense pas que ce soit cohérent. Par contre, cantonner un projet à sa géographie, je pense que c'est essentiel. Mais après, c'est vendeur aussi. Par exemple, Francis Kéré, on dit l'architecte de l'Afrique, des projets africains, même si actuellement il essaie de pouvoir se départir de cette étiquette-là. Mais après aussi, on peut dire c'est vendeur quand même que parfois les architectes puissent être rattachés à une certaine culture. C'est clair, c'est une success story, Francis Kéré. C'est une success story. Je l'ai même écouté parler de ce succès-là à Copenhague. Il y a 1 an et demi, et je l'ai trouvé très, très intéressant. Il a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Donc, il disait qu'en rentrant en salle de conférence, quelqu'un l'avait accosté et qui lui avait dit « Il faut regarder ce produit, franchement, ça se vendra très bien en Afrique. » Et il lui a répondu « Et pourquoi ça se vendra très bien en Afrique et pas chez vous ?» Et ce côté global que Francis Kéré a, parce que c'est vrai qu'il est très reconnu comme étant burkinabé, mais ça, c'est la success story qu'on veut lui attribuer pour encourager les autres architectes africains du continent à aller de l'avant. Mais c'est quand même quelqu'un qui a eu beaucoup de courage. Quand on lui a proposé d'aller faire ses études en Allemagne, et finalement, il a eu le bon mentor. Et ce que j'apprécie particulièrement chez cet architecte, c'est qu'il n'a pas oublié d'où il vient. Et je pense que pour la plupart, quand on quitte nos géographies respectives, de ne pas oublier d'où on vient, je pense que ça va nous aider énormément sur le plan social ou sociétal à inspirer et à créer des mouvements ou rompre avec des idées perçues pour les générations futures. Mais est-ce que ça aussi, ça va pas créer une forme de washing? On peut dire, on peut parler de greenwashing ou de whitewashing, mais de blackwashing. Donc, c'est-à-dire, c'est nous-mêmes, au fait, qui allons envoyer cette mentalité-là de supériorité. Parfois, quand il y a d'autres qui rentrent, ils arrivent avec leur mentalité européenne sur un contexte qui vraiment ne fonctionne pas de la sorte, quoi. Est-ce que finalement, le fait que toutes ces personnes reviennent, donc le Back in Africa, est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut marcher en architecture? Je pense qu'ils sont légitimes. Et le concept de légitimité, il est assez vaste. Est-ce que moi, je suis légitime aujourd'hui? J'ai un passeport ivoirien et j'exerce en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que je suis légitime? La question de légitimité, je pense qu'on ne peut pas se l'attribuer. On vous la donne. Donc, c'est à vous. Bon, vous faites partie de ceux qui rentrent. N'est-ce pas, Ben? Donc... Donc, si ceux qui sont là voient en vous quelqu'un qui va avoir un impact positif sur la ville et qu'ils vont vous accueillir et ils vont vous soutenir, à ce moment-là, c'est tout bénef et c'est tout, vous avez tout gagné. Mais si vous rentrez avec des idées perçues sur votre continent et aussi sur le continent qui vous a permis de vous développer, et que vous voulez venir imposer certaines façons de faire, vous risquez d'avoir de la réticence. Moi, quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, je suis rentrée avec la mauvaise mentalité. Je suis rentrée avec OK, donc j'ai appris chez les meilleurs et moi, je vais vous montrer comment on fait. Sauf que mes ouvriers m'ont dit ça va pas marcher comme ça. Et mes ouvriers sont très essentiels à mon entreprise parce que finalement, c'est eux qui font le boulot. Et on a eu des bras de fer sur les premières années que finalement, on s'est retrouvés au milieu, comme on dit. Et se retrouver au milieu, c'est purement ivoirien. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit flexible. Il faut donner le temps aussi à ceux qui sont là et qui ne sont jamais partis de comprendre tout ce qui se passe, parce que ça fait peur. Hein. Et c'est pas seulement propre au continent africain, c'est aussi propre au Nord. Copenhague, par exemple. Moi, je me rappelle... il y a 5 ans, quand j'étais à Copenhague, voir des blancs avec des yeux marrons, c'était choquant. Alors, vous imaginez s'ils voient un noir.
Mais ils se sont rapidement adaptés. Ouais. Le gouvernement aussi y est pour beaucoup. Je me rappelle que c'était à l'époque où les réfugiés syriens étaient en train d'arriver en masse chez eux. Forcément, ça fait peur. Ouais. Ils ont créé des parcs pour que les deux cultures puissent vivre ensemble. Mais finalement, en fait, on avait les peaux mates d'un côté, les peaux blanches de l'autre. Et quand je repars 1 an et demi, on va dire 3 ans et demi plus tard, donc il y a 1 an et demi, je vois des familles syriennes en train de marcher dans la rue et en train de parler danois. Je vois le parc avec des enfants qui sont ensemble. Je vois des femmes cuisiner et apprendre les unes aux autres les différents types de cuisine. Donc, je pense que le temps fait les choses, mais aussi nos gouvernements doivent contribuer. Ouais. On en parlera de l'aspect politique de tout ça, mais l'aspect, pour moi, du genre, c'est aussi important. C'est que vous, en tant que femme, vous venez... Comment vous arrivez à vous intégrer, au fait, dans tout ce système-là? Parce que, bon, ça, on entend plus ce discours-là au nord, mais on ne sait pas s'il y a un nord ou un sud. Mais si en Afrique, il y a aussi ce discours-là, dit, bon, allez, la femme n'a pas trop sa place dans ce milieu-là qui est vraiment massivement masculin. Donc, est-ce que pour vous, en tant que femme dans ce milieu, est-ce que vous n'avez pas été... Si, quand même. On peut pas... Je pense que quand on rentre dans un milieu d'hommes, principalement mené par des hommes, il y a forcément plus de difficultés à avoir de la crédibilité. Et ça vient avec le temps. Donc tout à l'heure, on disait le temps fait les choses. Quand vous rentrez, vous trouvez ceux qui sont là, vous prenez le temps de les connaître et vous leur donnez le temps de vous connaître et ensuite de vous accepter. C'est pareil pour la question du genre. Ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes dans ce métier. Donc on ne peut pas leur en vouloir d'avoir des idées perçues sur les femmes. Et quand on parle des femmes, là encore, on généralise parce qu'il y a plusieurs types de femmes. Exactement. Alors, pour moi, c'était compliqué. C'était compliqué, mais j'ai fait le nécessaire. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux critiques ou quand on vous décrédibilise. Il faut livrer. Livrer dans les délais, dans les budgets. Et à un moment donné, votre travail effacera le doute sur le fait que vous soyez une des premières à rentrer dans ce milieu principalement géré par des hommes. Oui. Par exemple, vous, dans le milieu de l'architecture d'intérieur, c'est vous qui êtes l'une des premières femmes à sortir du lot, on peut dire de ça. Donc, c'est parce que vous avez été force de proposition et vous avez vraiment été vraiment efficace sur tous les chantiers où vous avez été. Et donc, je pense que c'est ce message-là que vous pouvez passer aussi à toutes ces filles-là qui nous écoutent, à toutes ces jeunes femmes et tout qui aspirent au fait à ce métier, de se dire que, bon, allez, certes, vous êtes des femmes, mais let's go, quoi. Et essayez de faire quelque chose d'assez extraordinaire. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, le genre n'a rien à faire dans les choix d'un architecte sur un projet ou pas. Enfin, je veux dire... il faut, si je dois donner un conseil aux jeunes femmes, c'est faites vos enfants avant de rentrer dans votre carrière à fond. Ah ouais. Oui. Okay. C'est un très précieux conseil. On note. Suivez-le. On finit l'université, on fait nos enfants et ensuite on se concentre sur le métier. Pourquoi ? Parce que les enfants ont besoin de nous la première partie de leur vie. Et ça, c'est ce qui porte préjudice à beaucoup de femmes dans des carrières qui demandent beaucoup de temps. Parce que c'est des vocations à la fin de la journée. Donc, le métier, c'est le serpent qui se mord la queue. Tant que vous n'avez pas construit, on ne vous donne pas de projet de construction. Et tant qu'on ne vous donne pas de projet de construction, vous allez construire comment ? Pendant que ça se met en place, et de toute façon, on ne donne pas de projet sérieux aux vingtenaires, c'est à partir de 30 ans qu'on commence à vous prendre au sérieux dans le milieu de la construction et de l'architecture. L'architecture, c'est une vocation. Et elle va prendre énormément de temps dans votre vie quotidienne. Donc, si vous avez déjà fini avec les enfants, c'est super. Parce que sinon, vous risquez d'arriver à votre fin de trentaine et vous dire, en fait, j'ai oublié de faire mes enfants. Et là, parfois, c'est tard. Ouais. Zaha Hadid, je ne sais pas si elle voulait faire des enfants, mais en tout cas, elle n'en a pas eu. Et c'est une femme qui a beaucoup inspiré mes choix éducatif. Donc, en la regardant et surtout en voyant comment est-ce qu'elle termine son chemin de vie, j'ai pris la décision de réussir à faire les deux
en même temps. Donc, nous sommes des femmes. Donc, nous donnons la vie. Donc, je vais le dire à l'émoine, on finit avec ça d'abord. Et ensuite, on se concentre sur la carrière. C'est le seul conseil que j'aurais à donner aux femmes du milieu. Ouais. C'est vraiment touchant parce que en fait, on n'en parle pas assez au fait de ce point-là. On parle, oui, comment on doit dessiner, comment on doit faire tel projet, comment on doit faire tel truc. Mais après, la vie de famille, pour un architecte, surtout une femme architecte, c'est assez difficile. Parce que faire avoir des projets, aller sur les chantiers et tout, pendant que tu as ton mari à la maison, tu as tes enfants, tu as des projets au fait de faire des enfants. Et parfois, il y a d'autres, ça c'est des discussions qu'on a entre potes et tout. On s'est dit, comment on arrive au fait à allier tout ça? Comment on arrive aussi à avoir une vie de famille à côté? Il y a beaucoup d'architectes, par exemple, qui divorcent. Il y a d'autres qui n'ont même pas de vie de famille, au fait. La semaine passée, j'étais avec un architecte urbaniste suisse qui me disait que oui, mais vous, les Africains, c'est compliqué parce que vous n'avez pas de vie de famille. Que moi, après 18 heures, je ne décroche plus le téléphone. Et donc, vraiment, surtout d'entendre ces genres de conseils-là, je pense que ça essaiera d'éclairer certaines lanternes. Tout à fait, tout à fait. Il faut beaucoup de discipline. Bon, éteindre son téléphone, on n'en arrivera pas là. Ouais. On ne répond pas. Mais il faut quand même pouvoir décrocher quand tu as des urgences. Donc non, ne pas éteindre son téléphone, mais oui, décrocher à partir de 18h, c'est bien quand on peut. On ne peut pas tous les jours, donc il faut être indulgent aussi avec soi-même et aussi expliquer la réalité de notre quotidien à notre famille pour qu'ils puissent nous accompagner aussi dans ces succès ou dans ces difficultés ou dans ces chemins en tout cas. La qualité, je dirais, la qualité du temps qu'on passe avec notre famille est très importante. Donc quand on travaille et qu'on a des milliers, on a des métiers à vocation comme ça, il faut être très organisé et consistant dans vos heures de repos, dans vos heures de famille et qualitatif. Mes enfants me regardent travailler. Parfois, ils me voient très heureuse. Parfois, ils me voient stressée. Et ils posent les bonnes questions. Et je prends le temps de leur expliquer ce qui se passe dans mon travail. Pourtant, mon petit a 5 ans et ma grande a 10 ans. Je discute avec eux de tout ce qui se passe. Et je pense que c'est important qu'ils comprennent où est-ce qu'on va, dans quoi on travaille, partage avec eux nos projets, partage avec eux les problématiques qu'on rencontre sur le chantier. Non pas que je les influence. Loin de là. Je leur dis toujours, vous faites ce que vous voulez. Mais oui, c'est important de communiquer. La communication, c'est vraiment la solution pour tout. Après, j'ai la chance d'avoir aussi un époux très... je n'irai pas jusqu'à dire féministe, mais... qui est pour l'émancipation de la femme et qui est pour l'égalité des genres. Et ça aussi, effectivement, c'est une grâce et ça m'aide dans le sens où je n'ai pas à me justifier quand parfois je dois rester plus tard au travail ou c'est quelqu'un de très compréhensif et je pense que c'est important aussi de choisir le bon partenaire. Le divorce, c'est pas la fin du monde. Donc pour ceux qui ont divorcé, c'est pas grave. Peut-être que les chemins de vie étaient différents, mais je ne pense pas que ce soit factuel pour tout architecte ou tout médecin de finir en brousse, comme on dit. Voilà. Ok, on a parlé de la qualité du temps. Maintenant, si on parle de la qualité de vie, la qualité de nos espaces. Aujourd'hui, on a les enjeux environnementaux qui sont là. Où, par exemple, on travaille sur un projet à San Pedro ou... sur le quartier Bardo, où c'est carrément la ville, à chaque saison de pluie, se fait inonder. Et aujourd'hui, dans nos villes africaines, on se retrouve avec ces problématiques-là, donc d'inondation, des réchauffements climatiques. Qu'est-ce qu'on fait ou quel est votre regard au fait sur ces différents enjeux? Là, par exemple, je botte en touche, parce que du coup, la réponse, ça va être forcément quelque chose de politique. Les solutions sont là. Les solutions sont là et on attend de voir... Quelles sont les solutions, selon vous? Déjà, quand on parle d'inondation, c'est qu'il y a un problème au niveau de nos canalisations. On commence quand? C'est compliqué. C'est des choses qui ne dépendent plus de nous. Ça ne dépend pas des architectes, ça ne dépend pas des citoyens. On a voté. Comme on a voté, maintenant on assume.
et on regarde. Mais oui, ce sont des questions qui nous dépassent et où il faut vraiment des décisions prises à des niveaux... Mais après, on dira, comme on connaît la célèbre formule en développement durable, on dit comme le colibri, chacun doit faire sa part. Et nous, en tant qu'architectes, peut-être dans nos projets, est-ce que finalement, on ne doit pas avoir cette conception assez active, même dans le choix même des matériaux nécessaires. Par exemple, le fait d'utiliser tel matériau, ça peut se dire, bon, on veut quelque sorte des enjeux un peu écologiques, on ne va pas forcément peut-être utiliser du ciment, on va peut-être utiliser d'autres matériaux alternatifs. Sur les matériaux écologiques Alors, les matériaux écologiques, on va vous donner une liste. Ça, c'est écologique, ça, c'est écologique, ça, c'est écologique. Mais moi, je veux vous dire, Ben, si on vous dit, par exemple, OK, voici un système d'isolation qui fonctionne très bien, il est vendu, allez, je dis en Croatie, et puis il faut le ramener à Abidjan, et ensuite, vous pourrez l'installer. Est-ce qu'on est écologique ? Pourtant, le matériau se trouve dans la liste des matériaux écologiques. Je pense que l'écologie, c'est un écosystème. C'est un écosystème de matériaux, je dirais à 90% locaux. Okay. Il faut travailler avec les matériaux de la terre sur laquelle on est en train de bâtir. Parce qu'on évite les transports, on évite les émissions de CO2 dans l'air, etc. Donc ça, c'est la première décision catégorique qu'il faut avoir pris quand on veut construire un projet écologique. Et ensuite, il y a tout le climat. Ça peut être un matériau écologique, mais qui fonctionne très bien en hiver. Et pas avec l'humidité qu'on a en Côte d'Ivoire, par exemple. Je pense que si on veut vraiment comprendre comment on construit de façon écologique, il faut regarder les villages du monde entier. C'est ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire. Ouais. C'est incroyable comment il fait bon vivre dans ces habitations qui sont 100% passives. Il y a des gens, la nécessité a créé le besoin à créer la solution, et ils se sont retrouvés avec la terre qui est là, avec les pailles, avec ce qu'ils ont réussi à ramasser sur les arbres, etc., de vivre bien, sans clim, sans intervention active ou sans émission de CO2 dans l'air. Et je pense qu'on a commencé à avoir des problèmes de construction quand on a eu l'explosion démographique. Exactement. Et effectivement, les architectes modernistes ont trouvé la bonne solution. Il faut monter. Donc, il faut construire à la verticale. Sauf qu'en construisant à la verticale, ils ont pensé budget. Ouais. Structure, béton, verre, le brutalisme, quoi. Que j'adore. Hein. Je ne remets pas en question l'esthétique des bâtiments brutalistes. D'ailleurs, la pyramide est un bâtiment brutaliste, ici à Abidjan. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Greenwashing, voilà ce qu'on fait en tant que société. Comment est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui, quand on connaît les enjeux et quand on a des solutions ? Je ne dis pas qu'on propose aujourd'hui des nouvelles solutions. Je dis on a les solutions puisqu'on a vu nos ancêtres faire. Absolument. Et on a encore des populations entières qui vivent de façon vernaculaire. Qu'est-ce qu'on attend pour changer de fusil d'épaule ? On parle de transition, mais je veux dire, dans certains cas, il n'y a pas de temps pour la transition. Du coup, nous, depuis qu'on est rentré dans l'architecture, dans mon cabinet, on a refusé une douzaine de projets qui pouvaient nous rapporter énormément d'argent pour la question de ce n'est pas écologique de le construire de cette façon-là. Okay. Donc oui, aujourd'hui, il y a une guerre entre les financiers et les gens qui veulent faire les choses de la bonne manière. Oui. Elle existe. Il fallait trouver la solution. Et pour trouver la solution, on a monté nos principes de construction d'une tour écologique. Et le nom même parle de lui-même. Une tour n'est pas écologique. Une tour est énergivore. Pour vous donner un exemple, le Burj Khalifa consomme autant d'énergie qu'un village de 30 000 habitants par jour. Donc, quelle est la hauteur d'une tour idéale ? Le Corbusier avait parlé de la ville idéale. Quelle est la hauteur d'une tour idéale ? Quelle est la manière avec laquelle on construit une tour pour la rendre vernaculaire ? Comment est-ce qu'une tour peut générer elle-même l'énergie pour son quartier ? Comment est-ce qu'une tour peut fonctionner autrement qu'un bloc dans la ville ? Et on aura l'occasion de développer sur ce sujet-là tout à l'heure quand on va parler de Blink. Mais oui, toutes ces questions étaient primordiales. Et pourtant, on regarde autour de nous
Et on voit des projets où on construit. À la fin, on se dit « Ah oui, mais il faut la certification. Du coup, panneaux solaires. » Mais panneaux solaires, ok, c'est bien. Mais ça s'appelle du greenwashing. Vous allez obtenir la certification, mais vous n'êtes pas allé dans le fond du problème. Très facile à résoudre. J'espère que vous avez eu la solution. Mais après, aujourd'hui, au niveau de cette tour-là, il y a, par exemple, on a la tour Stefano Boeri Bosco Verticale, oui, qui a été énormément critiquée parce qu'il y a beaucoup qui disent que c'est du greenwashing, qui est au fait aujourd'hui comme une tour écologique et tout ça. Mais quand on regarde la qualité des arbres qui sont sur les balcons, le nombre de moustiques, au fait, en termes de budget également, qu'on prend d'entretien de ces tours-là, c'est des budgets qui sont énormes. Donc, comment vous percevez ça? Parce que pour moi, je dis souvent, allez, c'est bien les tours, mais est-ce que quand on convertit ces tours-là en école, en hôpitaux, en route, finalement, le choix, il est vite fait? Oui, évidemment, parce que la surface est importante. Et c'est la raison pour laquelle aller à la verticale, quand on a commencé à voir les explosions démographiques, c'était la solution. Stefano Boeri, ce que j'aime dans son projet, c'est que les arbres changent de couleur de saison en saison. Ça, ouais. En dehors de ça, pour moi, c'est du greenwashing. C'est énorme à entretenir, mais ça, c'est la question de comment on entretient des plantes en façade. C'est ça. Mais je veux dire, avoir des plantes en façade, ça change quoi? Si encore une fois, on regarde les villages, vous avez déjà vu des constructions vernaculaires de petite échelle où les communautés ont fait comme ils pouvaient, on va dire, pour pouvoir résoudre les problèmes climatologiques qu'ils pouvaient avoir. Vous en avez vu des gens qui ont planté des arbres sur... Bon, donc... mais c'est vrai que des arbres, c'est green, donc c'est vert. Et c'est là où ça se joue. Est-ce qu'on veut donner l'impression que c'est vert ou est-ce que réellement on veut résoudre le problème? Et pour l'instant, on n'est pas sur les bonnes lancées. Oui, absolument. Par contre, je salue effectivement, l'intention de ça reste une solution proposée et ça nous a permis de justement tirer les conséquences et les résultats. Oui. Et quand on regarde aujourd'hui, on revient à Abidjan, il y a pour moi des bâtiments des années par exemple 70 qui ont été force de proposition dans ces cas-là et qui ont réfléchi à comment faire des logements qui sont adaptés au climat et aussi aux sociétés. Par exemple, les 220 logements, la Cité des Arts, parlons de nous à Cocody. Donc, tous ces logements-là, aujourd'hui, même si on prend aussi des bâtiments, des tours, par exemple, l'immeuble, la Kestab, avec ces barres-là qui permettent pas l'ensoleillement direct sur les vitres, ça permet de ne pas consommer assez de climatisation. Et donc, en termes de tours également, on a eu également des réflexions par rapport à ça. Ces bâtiments-là pourront, peut-être pour certains, ne font pas partie de notre patrimoine, pour d'autres, en font partie. Mais comment on arrive, au fait, à tirer les solutions de ces bâtiments-là aujourd'hui pour les remettre au goût du jour dans notre architecture contemporaine? Alors, ces bâtiments, s'ils sont écologiques, ils sont encore en très bon état. Ouais. Donc, si à la base de leur conception, ils ont été pensés en fonction du climat de Côte d'Ivoire, ils sont encore en très bon état. On prend par exemple la pyramide du plateau. La pyramide du plateau, comme l'exemple que vous avez donné tout à l'heure avec les louvers, les shadings, ont pris en considération l'emplacement du soleil, le parcours du soleil, comment créer des ombres à l'intérieur, comment ne pas poser le bâtiment au sol, comment créer... Regardez aujourd'hui l'état de la pyramide qui est abandonnée. Mais ça reste en très bon état pour un bâtiment abandonné. Donc, très bien conçu. En fait, il faut savoir que si un bâtiment est conçu de façon écologique, il dure jusqu'à des années et des années et des années. On parle plus de 60 et 100 ans. Et c'est la raison pour laquelle tous les bâtiments que vous voyez historiques dans le monde sont toujours là. Les cathédrales, les basiliques, les châteaux, les maisons, voilà. Ils sont encore... Pourquoi? Parce que c'est les bonnes matières. Ça a été pensé en fonction du climat. Le vent arrive à faire son travail à l'intérieur du corps du bâtiment pour le maintenir sain. Et en contrepartie, tous les bâtiments que vous voyez ici en Côte d'Ivoire,
qui sont remplis de moisissures, de fissures, de problèmes, c'est lié à la chaleur. Vous m'avez parlé aussi des logements. Tous ces logements, Ben, sont posés au sol. Le transfert d'énergie se fait par où? Par le sol. Donc, si on est en train de construire des logements sociaux pour que les gens, quand ils ne sont pas chez eux, un jour, ils reviennent, quand ils rentrent, c'est... Mais en fait, le soleil frappe le sol toute la journée, le sol chauffe, et la transmission de chaleur, elle se fait, raison pour laquelle on surélève les bâtiments qui ont la nourriture dans les villages, et on laisse le vent passer en dessous. Pourquoi on n'en ferait pas de même pour les hommes? Il suffit de ne pas avoir le rez-de-chaussée au sol et de laisser le vent passer entre le rez-de-chaussée de ces logements sociaux, même avec un 50 cm, pour que le bâtiment puisse s'auto-refroidir. C'est vraiment magnifique. Et il y a une expression d'un professeur dans une revue qui disait que pour apprendre l'architecture, il faut qu'on amène les étudiants d'architecture à aller dans les villages. Et on les laisse un mois. Ils vivent même avec la population. Ils dorment dans les cases. Ils regardent comment ils préparent la cuisine, le rapport avec le sol, le rapport avec le grenier, la cuisine. Et finalement, ça nous apprend en fait nous-mêmes à pouvoir concevoir de manière intelligente qu'on revient en ville. Parce que tous ces procédés que nos grands-parents ou nos parents avaient auparavant, avec des canaries qui étaient comme des frigos, puisqu'on avait le canari, on déposait ça dans le sable qui était avec de l'eau, et lui il conservait même l'eau qui était fraîche. Moi, à chaque fois que je vais au village, j'ai l'occasion de boire dans ces canaries. C'était nos frigos auparavant. Absolument. Aujourd'hui, on est dans cette quête de modernité et on met de côté tout ce qui était auparavant, qui ont fait le succès même de nos traditions, de nous-mêmes. C'est un peu déplorable, mais bon. Il y a aussi les techniques. Quand on va passer un mois au village et qu'on est au contact des ouvriers qui travaillent dans le village avec les moyens du bord, franchement, l'ingéniosité parfois est tellement impressionnante qu'on se dit, purée, j'ai fait 12 ans d'études, ça là, je ne connaissais pas. Donc vraiment, garder l'esprit ouvert, aller chercher des réponses, parfois là où on ne pense pas. Dans les villages et auprès des artisans qui ont hérité en fait de ces métiers-là de grand-père à un père, à fils, etc. Et franchement, on en sort tellement enrichi. Et ensuite, on regarde la technologie et on se demande, ok, il arrive à faire ça en tant de temps pour telle surface. Comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de la méthodologie et l'appliquer avec des moyens technologiques pour créer des nouvelles matières, pour créer des nouvelles solutions, pour créer des nouvelles techniques et des nouvelles méthodologies. C'est le chemin. Oui. Et c'est ce que vous avez fait dans votre projet Blink. Exactement. Alors oui, Blink, c'est la raison pour laquelle on s'est retrouvés à Dubaï. Donc le projet avait plu à des chasseurs d'entreprises et on a été invités à cette conférence. C'est une sorte de sommet de 200 architectes, les plus importants du monde, 20 stands. Et on m'avait invité en tant que speaker pour expliquer justement ces principes de construction d'une tour écologique. Ça les avait intrigués. Et j'ai demandé à avoir un stand. Parce que je suis quelqu'un de très pragmatique. Moi, il me faut un développeur pour construire la tour. Là, si je vais parler, je ne veux pas trouver le développeur. Il me faut le stand, la maquette. Voilà. Donc, Blink, c'est quelque chose qu'on va construire, enfin c'est un bâtiment qu'on va construire dans plusieurs villes. Et justement, les négociations aujourd'hui avec les développeurs et les constructeurs, c'est que chacun veut son exclusivité sur le projet et on ne veut pas la donner, cette exclusivité. Donc, on veut pouvoir construire un Blink à Abidjan, un Blink à Dubaï, un Blink à Abu Dhabi, un Blink dans le désert. Mais c'est toujours des climats chauds. Parce que le projet a été conçu en fonction des villages qui ont le même climat. Pour regarder où est-ce qu'on a raté, où est-ce qu'on a arrêté de chercher des solutions. Et on a pris le même principe. Donc, ok, si la transmission de chaleur vient à partir du sol, la tour ne doit pas toucher le sol. Le financier m'a tout de suite demandé,
Et on fait quoi, du coup, des espaces commerciaux qu'on va perdre? J'ai répondu, on a 6 mètres de hauteur sous plafond. Donc, on peut avoir des boutiques, type kiosque, comme dans un aéroport, qui ne doivent pas dépasser 3 mètres ou 3 mètres 20 ou 3 mètres 50 de hauteur pour garder l'écart entre eux. La deuxième chose qui était très importante avec le fait de surélever le bâtiment, c'est que, vous savez, quand on parle d'une tour, on parle d'un bloc. Aux États-Unis, on les appelle blocks. Parce que c'est un bloc qui vient bloquer la vue, il vient bloquer le vent, il vient bloquer la fluidité de la circulation. Ouais. Donc moi, par exemple, si je suis à New York et que je veux partir d'une rue à l'autre, il faut que j'arrive à l'intersection pour que je puisse tourner au niveau des blocs. C'est ça. Et j'ai des blocs partout. Donc, cette conception du bloc était assez dérangeante pour le passerby, celui qui marche, le piéton. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte, waouh, donc en fait, nous qui sommes pro-modernisme, nous qui sommes à fond Sullivan et compagnie, à un moment donné, on a oublié qu'on fait tout ça pour l'être humain. Et à quel moment l'être humain n'était plus pris en considération? Et c'est là on shift, et puis on regarde la Côte d'Ivoire et on se dit, tous ces gens-là qui sont en train de marcher dans les rues, en fait, ne sont pas pris en considération. Non plus. Il n'y a pas de trottoir. Bon. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire avec... Comme vous le disiez tout à l'heure, on fait les choses à notre niveau. OK, nous, en tant qu'architecte, on peut décider que nos tours ne touchent pas le sol. Ouais. Moi, le rez-de-chaussée, 2000 m², par exemple, pour la base de ma tour, je le rends à la ville. J'occupe 10% seulement. C'est mes structures qui vont jusqu'au sous-sol et j'ai mon corps principal. Le reste, je le rends à la ville. Ça veut dire que c'est la mairie qui va s'en occuper. En termes de jardin et tout ça. Jardin, kiosque, petit marché, ce que vous voulez. Mais tout à coup, une tour, donc à chaque fois qu'on va construire une tour, ça sera une bonne nouvelle pour les gens du quartier. Parce qu'ils peuvent marcher sous la tour comme un parapluie géant. Ils peuvent s'abriter. Ils peuvent prendre une pause. Ils peuvent attendre un Uber. Ils peuvent garer des vélos. Mais aussi, ils peuvent continuer de marcher à l'intérieur du corps pour arriver au premier jardin, qui est 6 étages plus haut. Ah ouais. Et ça permet donc à un monsieur qui étudie dans sa chambre ici de monter, s'asseoir dans le jardin, prendre son café, continuer à étudier là. Mais du coup, la tour, il ne la voit plus comme un bloc. Il la voit comme quelque chose, une infrastructure qui est venue s'intégrer à la ville. Donc, cette idée de skip floors était très importante. Chaque 6 étages, on saute un étage et on le garde ouvert. Ça nous permet d'une pierre deux coups de régler le problème de sécurité incendie, parce que quand il faut évacuer les gens de la tour, il faut ces espaces ouverts. Ça nous réglait le problème de force du vent appliqué à une tour, parce que le vent exerce une force sur la tour, mais là, il la traverse. Donc, le fait qu'elle n'est plus imperméable, ça la stabilise encore plus. Donc, les structures ont besoin d'être moins importantes. Donc, c'est une économie sur le budget de la construction. Et ensuite, le troisième avantage à faire les skip floors, c'est que comme un bloc chauffe, chaque 6 étages, il est refroidi. Et pour aller encore plus loin, on a fait passer de l'eau froide sur les colonnes qui sont autour du bâtiment. Donc, un peu comme la peau, vous avez les veines et vous avez la peau. Et donc, nous, on appelle les façades, dans notre jargon architectural, comme tu le sais, Ben, la peau, the skin. Donc, tout autour, on a ces tuyaux d'eau froide qui sont en circuit continu, qui redescendent sur le mur du corps. Donc, c'est la même quantité d'eau qu'on a. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de la refroidir. Donc, en circuit continu, quand le vent traverse, il perd 6 degrés. Mais toutes ces solutions sont des solutions qu'on a trouvées au village. Quel village? Donc on part de tout ça. On a eu à explorer plusieurs villages. Ouais. Mais c'est ça la beauté de ce métier. Il n'a pas de limite. Et les solutions, on peut les trouver partout. Ouais. Il faut juste regarder au bon endroit. Et avec Blink, donc on a parlé du fait qu'il fallait la soulever, des skip floors, donc ça c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est que sa façade doit être son toit. Donc, elle a une forme conique. Et forcément, donc, si on occupe 2000 m² au sol, on peut se retrouver à 100 mètres plus haut, à 400 m². On s'est dit, bon, 400 m², de toute façon, c'est moins
de problèmes d'étanchéité, d'isolation. Donc, c'est une économie sur le budget de la construction, finalement. Parce qu'au lieu d'avoir un toit de 2000 m², comme au rez-de-chaussée, finalement, on se retrouve à un toit à 300-400 m² qu'on a attribué aux hélicoptères et aux taxis volants, puisque c'est en train d'arriver aujourd'hui. Du coup, comme c'est une forme conique, la façade est le toit. On a 19 000 m² de façade qui devient le toit. Et on est en train de développer avec Saint-Gobain la solution idéale pour le verre photovoltaïque. Donc, ces façades sont kinétiques. Et là, la technologie rentre en... Donc, vous voyez que jusque-là, il n'y a pas de question technologique. Ouais, absolument. Et c'est à la fin que 10% de technologies sont nécessaires. Et évidemment, toutes les technologies pour réaliser le bâtiment, je n'en disconviens pas. Mais sur la conception, 10% pour la technologie. C'est ce surpresseur, ce refroidisseur d'eau, et son alimentation par 19 000 m² de façade. 19 000 m² de façade. Le soleil tourne autour du bâtiment, donc il a un circuit. La façade est programmée pour suivre le parcours solaire, de sorte à ce que, quand vous avez le soleil d'un côté, vos shadings se ferment pour vous permettre d'avoir l'ombre nécessaire, toujours vous qui êtes dans ce bloc de 6 étages auto-refroidi naturellement parce qu'on a l'escape floor. Moi, j'imagine déjà comment ça va être à l'intérieur. Donc, on a ça. Et ensuite, quand le soir, on n'a plus le soleil, on n'a plus à récolter l'énergie, donc tous les shadings s'ouvrent. Ouais. Et ce que j'imaginais, et c'est là où l'esthétique rentre en jeu, vous voyez que c'est pas une question de je préfère, j'aime, c'est mon style. Je veux dire, un architecte n'est pas censé avoir un style, puisque c'est ses clients qui guident les projets, mais il est censé avoir des bases de réflexion. Et je saurais, si je passe à côté d'un blink, qui n'est pas un bloc, si je passe à côté d'un blink, je saurais quelle heure il est, de la manière avec laquelle ces shadings sont positionnés. Et c'est comme ça qu'il devient un landmark. Et c'est comme ça qu'il devient iconique. Yeah, absolument. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à des projets qui finalement transcendent la géographie et les territoires, parce qu'on a réussi à résoudre un problème. Et c'est pour ça que je reviens à ce qu'on disait au départ. Il s'agit de construire de façon intelligente. Que ce soit un design ou que ce soit un bâtiment. Que ce soit un produit ou que ce soit un escalier... tout doit avoir une raison intelligente d'exister. Et c'est ce qui nous a menés vers ce système de building que j'adore dire 100% accessible, en chaise roulante, du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage. Et ça, c'est un autre point. Comment est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que la solution, c'est d'aller à la verticale et exclure une partie de la population ? Ça reste une réflexion sociale. Mais c'est important pour quelqu'un qui est sur chaise roulante de savoir qu'il peut accéder à son appartement. Absolument. Même quand le courant est coupé. Mais après ça, il y a deux questions qui me viennent en tête. Première question qui est, vous avez parlé de la situation géographique de chaque bâtiment. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut construire de la même manière qu'on construit à Abidjan qu'on construit à Dubaï ? Parfaitement. Okay. Parfaitement, parce qu'un bâtiment, c'est principalement du béton, et je pense qu'on ne pourra pas en sortir. Le béton est la matière, en tout cas, la mieux adaptée pour tous les paramètres appliqués à la construction. Il est structurel, en tout cas, il le devient quand il est associé à certains matériaux, et je pense que c'est le plus économique aujourd'hui. Le problème du béton n'est pas le béton en lui-même. Le problème du béton, c'est que ses caractéristiques de transmission énergétique. Mais du moment où vous voyez, par exemple, Blink permet l'auto-refroidissement, il n'y a plus de problème avec le béton. Ouais. C'est comme ça, en fait. C'est pour ça que je parlais d'un écosystème. Je ne peux pas décider de venir, je ne sais pas, avec de la pierre d'Égypte pour construire des murs en pierre et me dire que je suis écologique. Non, je ne le suis pas. Mais il y a d'autres qui diront la terre crue ou la terre... argileuse. Ouais. Elle a des problèmes au niveau de la structure, la terre argileuse. Donc, elle pourrait éventuellement, par exemple, on peut faire des boards d'argile qu'on met, une fois qu'on a les murs en maçonnerie, qu'on puisse les utiliser comme isolants. On peut les avoir aussi comme revêtements.
esthétiquement, quand on pose l'argile sur un mur, ça a ce cachet africain, c'est chaleureux. Et aussi, ça a ses caractéristiques, ses bienfaits thermiques. Mais dire qu'on va construire avec de l'argile, c'est compliqué. Dire qu'on va construire avec du bois, c'est de la folie. Ouais, ça c'est vrai. Et pourtant, je vois des confrères se diriger vers le bois et je me dis, mais on a un problème de déforestation. Et vous pensez que la solution, c'est de continuer à abattre des arbres pour aller faire des bâtiments. Je pense que la structure d'un bâtiment peut rester telle qu'elle. Et le béton est un bon matériau. Et pour le reste, il faut avoir les bonnes compositions architecturales et les bonnes technologies appliquées. Ouais, absolument. Après, le dernier point, c'est, par exemple, il y a cité l'un d'un problème au niveau de la pyramide. C'est comme on a des volumes qui sont en forme d'icônes et que la surface qu'on a au rez-de-chaussée, c'est plus la même surface qu'on a au dernier étage. Et donc, il y a des problèmes finalement d'espace. Et vous qui êtes femme d'affaires, business, qu'on calcule le mètre carré, donc les revenus qu'on a au premier étage, ce n'est pas les mêmes revenus qu'on a au dernier. Et donc, finalement, on perd de l'argent au fur et à mesure qu'on monte des étages. Or, on sait qu'au fur et à mesure qu'on monte des étages, ça coûte encore plus cher en termes de circulation verticale, de même aussi de refroidissement et tout ça. Comment vous avez fait au fait pour compenser tout ça? On est parti sur des bâtiments mixed use. Ok. Donc le premier bloc de 6 est commercial. Ah. Parce que les surfaces commerciales, on n'a pas besoin d'apport de jour, on n'a pas... Voilà. Mais même ces espaces commerciaux, ou on va dire cet espace commercial, va à un moment donné au fond de la tour, donc au centre, autour du corps, avoir des ouvertures pour permettre au vent de faire le nécessaire. Donc un peu comme dans un centre commercial, vous avez le hall et vous êtes sur les étages et vous voyez, donc on avait ce même esprit. Sur le deuxième bloc, on est parti sur des sujets d'éducation, d'école, de grandes écoles, voilà. Donc pour le premier bloc, on a 3 ascenseurs dédiés. Pour le deuxième bloc, on a 3 ascenseurs dédiés. Et ensuite, pour les 2 derniers blocs qui sont les plus petits, on a des bureaux et ensuite du résidentiel. Ben, vous savez compter. Un appartement en 360 degrés n'a pas le même prix que un appartement qui est commercial, etc., etc. Donc non, je pense que si on se détache de tout ce qu'on nous a inculqué et on fait comme dit Tabla Rasa et on s'assoit et on se dit bon, ok, page blanche. Ben, qu'est-ce que tu as comme remarque? Moi, qu'est-ce que j'ai comme remarque? Ok, toi, qu'est-ce que tu as comme remarque? On regarde. Ok, est-ce que ça, c'est toujours d'actualité pour nous, les millennials? Parce que ça, c'est des décisions qui ont été prises par des boomers. Est-ce que le contexte des boomers est toujours le même? Oui, alors on garde. Parce que ça fait toujours du sens. Non, c'est obsolète. Next. Et c'est ce travail qu'on doit tous faire aujourd'hui, parce que c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est pas en 2030. Peut-être qu'en 2030, ça sera trop tard. Oui. Et si on arrive vraiment à avoir cette prise de conscience collective au sein de notre profession déjà, puisqu'il faut le faire à notre niveau d'abord, on va pouvoir créer cette influence. Vous savez, même pour les générations futures, sentir qu'ils vont servir à quelque chose. Absolument. C'est quelque chose vraiment qui va les rendre beaucoup plus créatifs et beaucoup plus dévoués. Mais venir leur dire, attends ton tour, toi tu es arrivé hier, alors que, tu le sais, quand on sort de l'université, c'est là même où on veut tout, on veut gâter le coin. Donc, je pense oui que c'est important. C'est important aujourd'hui qu'on fasse cette table rase et qu'on se dise, bon, ok, si on était né aujourd'hui, comment on ferait? On regarde ce que nos prédécesseurs ont fait, on tire les conséquences, on garde les bonnes choses et on sort maintenant nos propres codes. Yeah. Merci à vous. Après, pour terminer, quel message voudrez-vous passer aujourd'hui à ces jeunes qui nous écoutent, d'autres qui sont à l'INSAC, qui font la formation d'architecte d'intérieur, d'autres qui sont à l'école d'architecture d'Abidjan, qui essaient de devenir architectes, et d'autres partout ailleurs dans le monde aujourd'hui qui, à chacun de vos postes, à chacun de vos interviews, de vos prises de parole, qui sont à fond. Quel message voudrez-vous les passer?
un message soit d'espoir ou aussi des références, parce que ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, vos références en termes architecturaux, des personnes qui vont vous inspirer et tout, pour que à la fin de cette interview-là, ils puissent se dire, bon, ok, moi, voici comment je dois réfléchir maintenant. Le premier conseil, c'est il faut avoir de l'endurance. C'est un métier qui n'est pas du tout facile, très controversé. Ça va vous déranger dans un premier temps, toutes ces critiques, et je pense que ça commence à l'université. Quand on accroche nos protes, et que c'est du lynchage public, c'est pratiquement du lynchage public. Je pense que c'est pour nous endurcir, parce qu'on va être souvent emmené à être critiqué dans le métier. Critiqué pour avoir les marchés, critiqué pour... voilà, on va dire c'est de bonne guerre. L'endurance. Une fois que vous avez passé ce cap-là, et que ça devient naturel chez vous de vous réveiller le matin et de faire l'architecture, ne laissez personne vous dire comment faire. Par contre, vous-même, écoutez avec vos deux oreilles ce qu'on vous transmet et essayez de comprendre ce qu'on vous transmet et gardez ce que vous pensez être bon pour vous et votre génération. Khalil Gibran est un grand écrivain libanais. Il a dit « N'éduquez pas vos enfants à la manière de vos parents. Ils sont nés pour une génération différente de la vôtre. » Et cette question de génération est très importante. Absolument. Et on la néglige souvent. Mais les générations ne sont pas les mêmes, elles se succèdent. Alors si chaque génération est prise dans un engrenage par la génération qui part, et finalement se retrouve déboussolée, parce qu'au moment où, maintenant c'est à leur tour, il leur reste combien d'années? 5 ans. Il n'a plus le temps de faire quoi que ce soit. Croyez en vous, en vos projets, et pour croire en vos projets, faites-les de façon intelligente. Merci. Je pense qu'on restera sur ce mot-là. Faisons nos projets, faisons tout ce qu'on fait de manière intelligente. Et je pense que c'est le message que Mme Stéphanie Masmouchi vous passe à vous tous auditeurs. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager à vos proches. Et restez sur Archi Génie Afrique. C'était Ben Mohamed Kouyaté. Ciao.